Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Cet avion coûte trop $1 million. Madonna en personne l'a loué une fois. Et on est en train de survoler Mexico à son bord. Chers amis, bonjour, c'est le monde à l'envers. Dans l'émission aujourd'hui, lucha libre ou le catch, le sport préféré des Mexicains. Surtout s'il n'y a que les filles sur le ring. Aïe! On ne pourra pas les appeler le sexe faible. Après le sport extrême, la cuisine extrême nous attend. On voit bien ses pattes, sa tête. Uno, dos, tres. Ça a le goût de fourmi chicatana. Notre compatriote Anya nous apprendra à manger les fourmis, les scorpions et les araignées. Et le minois aussi. Ensuite, une Ukrainienne nous fera une promenade en 8 pavillons uniques. Anya, puis-je m'asseoir avec le pilote? Oui. Seulement les plus riches et célèbres peuvent se permettre la promenade en cette limousine volante. L'avion que Madonna en personne a pris. Et moi, je suis sur le siège du deuxième pilote. La dose de l'adrénaline des meilleurs pilotes de Mexico est garantie. Je n'oublierai jamais ce vol. Signalisation automatique fait l'alarme pull-up lorsqu'elle sent qu'on vole à basse altitude. Waouh! C'est juste... On retient le souffle, mes amis, en grand avion. On vole tout près de la montagne. Notre aile est failli la toucher. On vous montrera Mexico vraiment choquant. Le sujet le plus horrible de la saison. Le rituel du lavage des ossements. Oh mon Dieu, c'est terrifiant. Bonjour. Bonjour. Dites, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Cet ossement de mon père, je le nettoie. Restez avec nous, ça sera intéressant. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Mes amis, aujourd'hui à Guadalajara, on verra lucha libre, le combat célèbre. Lucha libre, traduit de l'espagnol comme la lutte libre, est un jeu sportif énormément populaire au Mexico. Buenos días. Un billet. Les billets sont chers, 100 pesos, mais le show en vaut la peine. Wow! Quelques milles de spectateurs avec des bières et des collations sans retenue regardent le combat qui a lieu sur le ring au milieu d'une salle énorme où, sous la lumière de soffit, les luchadors en costume coloré et en masque semblent être sur le point de s'entretuer. De temps en temps, sous le rugissement de la foule, les lutteurs sautent sur les cordes et saluent leurs fans. Comme en boxe, il y a un arbitre ici. C'est lui qui annonce le début de notre combat. Lucha libre est un mélange d'art martial, de figures athlétiques et de théâtre. Et les luchadors sont les acteurs, les lutteurs et les acrobates en même temps. Le résultat de la bataille est prédéterminé dès le début. Les machos mexicains sévères portant les masques colorés avec la diligence et, je dois l'admettre, habilités, font l'air de mutiler l'un l'autre. Chaque combat consiste en douzaines de sauts spectaculaires, amorçages, soulèvements, les ceintures et même les éléments combatiers aériens. Absolument tout est permis. Frapper les gens à terre avec les pieds, la tête, le torse et même le bassin. Mais la foule devient vraiment extatique en voyant les coups avec le corps entier quand le lutteur saute à plat sur l'ennemi de la hauteur et l'achève en cognant sa tête contre le ring. Comme vous pouvez le voir, le combat dramatique quitte parfois des rings et les lutteurs se retrouvent ici, tout près des spectateurs. C'est pourquoi le premier rang est très impopulaire. Vous voyez, il y a ici beaucoup de sièges libres, parce que les gens savent ce qui pourrait arriver.
C'est fou tout simplement. Bien qu'il y a les moments quand il semble que le combat est réel et chaque forte chute peut causer une fracture vertébrale, en réalité ce ne sont que les figures acrobatiques des cascadeurs, luchadors professionnels jusqu'au moment devenu automatique. Chaque prise, projection et mouvement est répété à l'entraînement des centaines de fois et prévu au scénario. Le public ne connaît pas les noms des luchadors masqués, ils n'ont que les surnoms. Par exemple, l'inquisiteur, le titan ou même le président. S'il enlève son masque, il presque perd son personnage. C'est pourquoi de temps en temps, ils font les combats assez dramatiques pour enlever leur masque. Le vaincu l'enlève et perd son personnage pour toujours. Le masque, ce n'est pas une seule chose que le luchador vaincu peut perdre. C'est par exemple le combat des catcheurs sans masque. Ils ont l'air plutôt des clones dans un cirque, mais la fin du combat est surprenante, c'est le rasage. C'est une rare occasion de combat pour les cheveux. Ils rasent les cheveux du vaincu. Mais ensuite, le combat prend un tour inattendu. L'arbitre annonce un match nul, donc on doit raser un autre lutteur aussi. Le public a adoré. Vitaly Klitschko! Ça semble pareil. On va voir qui sortira sur le ring. Mes amis, regardez, on est extrêmement chanceux. C'est une occasion très rare. C'est le combat féminin. Les femmes luchadors. Les combats des femmes, c'est en règle. Cette partie du spectacle se traduit ainsi de l'espagnol en langue populaire. Pas très correct, mais proche à l'originel. Plus grande est la dame, plus il y a de cris du public enthousiaste. Dès lors, on ajoute les éléments supplémentaires au combat tels que les gifles, les femmes se tirent les cheveux et même se mordent. Et ce n'est pas tout. Elle est tombée avec un tel bruit que les fauteuils, que la banquette a commencé à trembler sous moi. C'est une estrade en bois, et quand la plus grande dame tombe, tout bourdonne. Pourvu qu'on ne la jette pas sur moi. Eh ben, elle a sauté avec tout son poids. Il y a même des larmes parfois. Les filles font tout ce que le public demande. Chaque combat est composé de 3 rounds. Pour vaincre, il faut arriver les épaules de l'adversaire au ring pendant 3 secondes. Dans notre cas, la brunette tient la blonde. L'arbitre commence le décompte. Le luchador qui n'arrive pas à se lever est considéré comme un vaincu. Le public a adoré. Leur favorite a gagné. C'est une superstar des lucha libres féminins et sans exagération, la célébrité de portée nationale appelée Goya Kong. Ce n'est pas parce qu'elle est plus forte qu'elle a gagné, mais parce que c'était prévu. Mes amis, il ne reste plus que prendre l'interview à cette femme. On se dépêche dans les coulisses. Une zone interdite. Mais il n'y a rien d'impossible pour le monde à l'envers. Bonjour. Bonjour. Laisse-moi te serrer dans mes bras, garçon. Pensez-vous d'avoir choisi la profession pas très féminine? Je voudrais montrer à tout le monde que la femme n'est pas le sexe faible. Comment est née cette idée folle de le faire? Je savais que je serais une luchador depuis l'enfance, car mon père, mon oncle et toute ma famille sont les lutteurs. C'est une passion de ma vie.
Beaucoup des catcheurs, luchadeurs des luchas libres sont maintenant les managers des ventes, les agents d'assurance, les comptables dans la vie réelle. C'est-à-dire, ils ont les métiers ordinaires, mais ils s'entraînent pendant leur temps libre et de temps en temps montent sur le ring. Quant à vous, vous avez une autre profession? Oui, je suis graphiste, j'édite les photos, je tiens un blog, mais la lutte est une chose la plus importante dans ma vie. Alors, demain lundi, vous irez au travail à l'office pour s'asseoir devant l'ordinateur et faire du design? Oui, j'irai au travail, je serai un employé du bureau ordinaire et pas une star des luchadeurs. Tout semble bien dramatique sur le ring. Parfois, vous êtes au bord des larmes. Vous criez, vous tombez de la grande hauteur. Ressentez-vous vraiment la douleur? Avez-vous les blessures réelles? Bien sûr. Ainsi, aujourd'hui, je suis gravement blessé à la jambe et en mon dos. Avez-vous un mari ou un copain? Oui, j'ai un copain. Que lui faites-vous quand il fait quelque chose de mal? Par exemple, il n'a pas lavé la vaisselle. Vous faites boum! Et vous le cognez contre l'évier? Il prend un sacré coup. Savez-vous comment je le frappe? Est-ce théâtral, comme sur le ring, ou vous le frappez bien? Je le frappe avec amour, car il n'est pas petit non plus et très fort. Quel est son poids? 98 kg. Une question indélicate pour une fille. Je demande pardon d'avance. Quel est votre poids, en gros? 100 kg. Et tu me le payeras cette question. En fait, je n'ai pas trop mal. Mais on est habitué à jouer ici et on en fait trop comme dans une série télé. Merci, c'était merveilleux. Ravi de vous connaître. Je vous souhaite du succès dans la vie professionnelle et personnelle, un grand amour et le bien-être. Ne vous blessez pas. Merci beaucoup. Ne faites pas du mal à votre copain. Bonne chance. Maintenant, on retourne sur le ring. Combien coûte ce klaxon? 20 pesos. Mes amis, c'est un miracle. On ne vend que deux types de klaxons. Le premier est coloré en drapeau mexicain et porte l'inscription « Vive le Mexique ». Vive le Mexique! Et le deuxième est jaune et bleu. Comme vous comprenez, vive l'Ukraine. Je l'achète. C'est une sorte de striptease masculin. On dirait, je vois les filles dans la salle sont très contentes. Regardez cet homme sous un pot de léopard. Tu n'as pas à être un sportif, mais l'épatage est obligatoire. C'est une des règles clés des luchadors. Tu regardes le spectacle et tu comprends qu'il y a peu de sport et trop de frimes dans un tel combat. Les catcheurs aux cheveux longs sous la peau de léopard ressemblent plutôt aux chanteurs de pop. Pas étonnant que pour les millions de Mexicains qui rejettent la culture des luchas libres, c'est un kitsch et une simple branche du show business. Et souvent, on dit tout simplement le pop. Leontiev contre Kirkorov. Mais le public devrait être prudent à ces concerts. Il est dangereux d'intervenir dans le combat. J'ai choisi une place dangereuse. Debout, vas-y! Debout, debout, debout! Bats-toi, vite! Je dis bats-toi! J'ai failli d'être entraîné sur le ring après avoir tapé imprudemment la jambe d'un catcheur. Ce n'est plus drôle, ce n'est pas un jeu. Il est apparu que le fait de toucher un catcheur pendant le combat est considéré comme une offense pour le luchador, qui demande une punition.
Mon porte-nom d'accréditation de journaliste m'a bien sauvé parce qu'il voulait me faire quelque chose pour l'étape sur son jambe. Debout, vas-y, debout, debout, debout! Bien que ce n'est qu'une imitation frappante d'un combat mortel avec les acrobaties dont le scénario est gardé en secret, personne ne sait parmi les fans quelle star de pop vaincra sur le ring cette fois-là. Et ça, mes amis, c'est le super jeu, le super final. Le surnom de ce géant est Diamant Bleu. Toute la Mexique le connaît, un personnage très connu. En confirmation, beaucoup de fans sont venus avec les masques de leur idole pour le soutenir. La dernière figure spectaculaire de Diamant Bleu et l'arbitre annonce le vainqueur. Comme nous l'avons prévu, c'est le Diamant Bleu. On lui prendra l'interview. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Mes félicitations d'abord. Merci beaucoup. Vous avez aimé, j'espère. Aujourd'hui, on s'est battu 3 contre 3 et notre équipe a gagné. Bonjour. Félicitations pour votre victoire. Quels sont vos noms? Mascar. Mascar et vous? Rouge. Y a-t-il parmi vos spectateurs ceux qui vous ont vu sans masque, le public? Non, personne de nos fans ne connaît pas notre apparence dans la vie réelle. Ils nous connaissent tous avec nos masques. C'est mon identité. Je suis vraiment comme ça. Personne ne me reconnaîtra jamais hors du ring. Je ne porte pas le masque et c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce qu'on me reconnaît partout et toujours. On demande des autographes et on prend les photos. J'ai choisi cette vie moi-même. Je veux être connu par tout le monde. Beaucoup d'acteurs chez nous boivent 50 grammes du cognac avant de monter sur scène. Avez-vous essayé de boire un peu de tequila avant votre spectacle? Nous sommes les athlètes professionnels. On ne boit jamais d'alcool avant d'entrer en ring. Vous savez, je suis la première fois à lucha libre. Et la première fois, j'ai acheté un klaxon coloré en drapeau ukrainien d'ailleurs. Je vous supportais, je l'avoue, et je vous offre ce flûteau. Merci. Comment dire merci en ukrainien? Diakuyu. Diakuyu. Le monde à l'envers. C'est comme ça. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. 1, 2, 3. À suivre. La nourriture la plus extrême au Mexique. Notre compatriote Anya nous apprendra à manger les fourmis, les scorpions et les araignées. Leurs têtes, leurs pattes, leurs dents, leurs yeux ressortent. Bon appétit. Que dire d'autre? Ensuite, un Ukrainien nous offrira un cadeau exclusif. Seuls les oligarques peuvent le permettre. Madonna a pris cet avion et je suis sur le siège du deuxième pilote. La dose de l'adrénaline des meilleurs pilotes de la ville de Mexico est garantie. Je n'oublierai jamais ce voyage. On retient le souffle, mes amis. L'avion est grand. On vole tout près de la montagne. Notre aile a failli la toucher. Et ensuite, on vous montrera la tradition sinistre des anciens Indiens qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Nettoyer son ossement est la seule façon de prendre soin d'elle. Même les enfants participent au rituel annuel de lavage des ossements au cimetière des localités de Pomouche. C'est mes proches décédés. Alors tu n'es pas effrayé? Non. Le plus intéressant est encore à venir. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Chers amis, comme vous le savez, le Mexique est un pays avec la cuisine unique et extrême. Et aujourd'hui, on va continuer à la découvrir. Pas par nous-mêmes, mais à l'aide d'une Ukrainienne qui habite ici depuis longtemps et connaît bien le Mexique et ses traditions, et la métropole de Mexico en particulier. On l'attend à côté du marché Mercado. Bonjour, Anya. Bonjour, Anya. Salut. Je suis très content de vous voir. Moi aussi.
Il y a 10 ans, Anya n'aurait jamais imaginé quitter l'Ukraine pour le Mexique. Tout s'est décidé par hasard grâce à ses vacances. Le voyage réservé dans une des agences touristiques a changé la vie de notre compatriote pour toujours. Anya a tellement aimé le pays des sombreros et des tequila qu'elle a décidé d'y rester. Aujourd'hui, l'héroïne de notre histoire se considère comme une Mexicaine, élève son fils Rodolfo de 4 ans en Amérique latine et a le travail prestigieux et bien rémunéré dans une société internationale. Elle est en plus l'employée de la Fondation culturelle Mexique-Ukraine, dont nous allons parler dans une des émissions suivantes. Et maintenant, on retourne au marché. Je m'excuse pour la rencontre d'aujourd'hui. D'après vous, on se rencontre pour un déjeuner extraordinaire. On s'est rencontrés au marché. Vous déjeunez au marché? Dmitro, aujourd'hui, on mangera le repas que les Mexicains prennent presque quotidiennement. Mais il me fait un peu peur. Je vois déjà une enseigne à côté de l'entrée. Tacos. Les tacos, c'est le fameux sandwich, n'est-ce pas? Les tacos, c'est les tortillas mexicaines faites de farine de maïs. Ici, on les sert avec les vers, les scorpions, les sauterelles, les œufs de fourmis, etc. On va goûter. Horrible! C'est la vitrine. Et c'est le menu à la mexicaine, un menu mexicain. C'est un bistrot ordinaire, pas loin des marchés centraux de la ville. Tenez, une veuve noire. Alors, et ça, c'est quoi? D'accord, c'est une autre espèce d'araignée. Dmitro, tiens. Horrible. Voici le petit scorpion. Regarde, j'en ai vu seulement vivant. D'habitude, il glisse sous vos vêtements ou dans votre lit quand vous dormez. Il faut se lever et s'enfuir. Mais quand allez manger... Pour nous qui aiment vareniki et le borsch, les insectes grillés, c'est un vrai choc. Mais le chef du restaurant, Ernesto, a l'intention de changer notre opinion. Dmitro, il nous propose de goûter chaque plat. Le scorpion, la fourmi, les œufs. Oh non! Et la veuve noire! Et la veuve noire. Ensuite, il fera un taco avec ce qu'on a aimé le plus. Mes amis, seulement dans le monde à l'envers. Une veuve noire et le scorpion grillé. En fait, on n'a jamais mangé ça. Apparemment, c'est une fourmi entière. Regardez-la. Hormiga chicatana. Regardez de plus près. On peut voir facilement ses pattes et sa tête. Peut-être certains parmi vous attrapaient les fourmis en enfance. Nous, on faisait ça et on buvait leur arrière. Ça avait un très bon goût acide. On était petits et stupides. Et maintenant, on goûtera des grandes fourmis grillées au Mexique. Imaginez comment ils mordent. Mais là, c'est notre tour de mordre. Uno, dos, tres. Ça a le goût de fourmi chicatana. De merveilleuses noisettes grillées. Grillées avec du sel. Trop grillées. Saupoudrées de sel. Les noisettes pratiquement brûlées. Les noisettes... Les noix de cèdre peut-être un drôle de goût. Très étrange. Pas mal. Les fourmis deviennent même encore plus savoureuses quand tu apprends le prix de ces gourmandises. Prêt? Accrochez-vous, environ 200 $ le kilo. Et ce n'est qu'un avant-goût. Les scorpions. Il faut manger les scorpions avec de l'huile et du sel. Je vous le ferai. Les scorpions ne seront pas très bons sans l'huile ni sel. Ils perdent leur goût. Et vous ne ressentirez pas le goût d'un scorpion idéal. C'est ça. Goûtez ceci. D'accord, je choisis le plus beau, mes amis. Et encore, regardons-le de plus près. Voici sa queue et son dard. Si un tel scorpion vous mord, vous n'allez pas aimer. C'est une grande douleur, gonflement, peut-être même un membre paralysé. Il y a aussi des décès causés par les piqûres des scorpions venimeux. Et nous, on les mange simplement, on n'a pas peur. Puis-je fermer les yeux? Prends-le. Je prends. J'ai peur, moi aussi. Un scorpion. Seigneur, prends-le comme un médicament. Chers amis, si vous venez au Mexique, n'achetez pas de fourmis grillées. Ce n'est pas bon. Bien qu'elles sont grandes et charnues, les scorpions sont beaucoup plus savoureux. Mais on conseille de consommer les fourmis et les scorpions avec le mezcal, la boisson nationale. Le mezcal est semblable à la tequila, une sorte de tequila. Merci, santé.
Dites, en tant que Mexicaine, dans une certaine mesure mexicaine-ukrainienne, pourquoi ils mangent cela? Puisque c'est un délice chez eux, c'est comme du caviar rouge chez nous. C'est un plat très cher parce qu'on les ramasse manuellement. Fourmis, scorpions, araignées, un à un. Et c'est un travail très dur. Je vois les consommateurs mexicains s'approcher. Ils regardent notre dégustation, ils observent avec intérêt. Salut, dites, pouvez-vous se permettre un tel plat? Seulement le jour férié. C'est très, très cher. Tenez un scorpion, servez-vous. Délicieux. Votre nom? Sylvia. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Chers amis, regardez. Sylvia est une patriote de l'Ukraine parce qu'elle a le drapeau jaune-bleu ici. Le drapeau de l'Ukraine. Savez-vous quelle manucure vous avez fait? Une manucure spéciale. Ukrainia Bandera. Le drapeau ukrainien. Le Mexique et l'Ukraine, l'amitié pour toujours. Les scorpions et les araignées ne sont inoffensifs que sur un plat, et la rencontre avec les créatures vivantes est très dangereuse. En Amérique latine, les piqûres d'insectes provoquent des douzaines de décès par an. Notre délice suivant, si elle était vivante, aurait été une vraie mort sur les pattes. La veuve noire. Le saviez-vous? La veuve noire est une des araignées les plus venimeuses sur la planète. Elle émet une neurotoxine qui provoque les grandes douleurs, les crampes et la paralysie. La veuve noire doit son nom au fait la femelle mange son mâle après l'accouplement. En vrai dire, par rapport aux araignées qu'on a mangées au Cambodge, ce n'est rien. C'est pourquoi je les avalerai sans peur. En vrai dire, c'est ce qu'on a mangé de plus terrifiant aujourd'hui. Le goût est fade. Le goût sans goût, pardon pour la tautologie. On ressent les poils et la peau. Tiens, mange-le. C'est incomparable. C'est le cas pour la plupart des éléments chocs populaires dans les pays exotiques. Ils ne sont pas comparables. La fourmi a le goût de la fourmi. L'araignée a le goût de l'araignée. La veuve noire tropicale a le goût de la veuve noire tropicale. Et c'est incomparable. Merci. Dites-moi aussi, c'est quoi ce truc hideux? C'est une espèce de l'araignée tropicale aussi. Avouez qu'elle est belle. Elle est belle, mais je pense que tu pourras t'en occuper sans moi. T'en veux pas, c'est ça? Tu passes? Ah, c'est... Je n'en veux plus. Ce qui est bien, c'est que tu peux arracher une patte et la manger. Salut. Ses yeux sont un peu affreux. Et le minois. D'accord, Dima, tu es juste un exemplaire exotique. C'était un exemplaire exotique, mais il n'existe plus. Je l'ai mangé très salé. Prends du citron. Le citron est bon. Comparé à l'araignée, pas mal du tout. Alors, chef, merci beaucoup pour la dégustation. Maintenant, montrez-nous comment vous faites les sandwichs avec tout ça, les tacos. L'assistant du chef, Señora Juanita, prépare la pâte pour les tacos. Une presse primitive en bois l'aide à faire des galettes minces. Cela rappelle nos snacks de shawarma. Mais ici, la viande est remplacée par les fourmis et les araignées. On met la farce sur la galette. Des légumes frais, le mélange de viande, des fourmis grillées, des scorpions et des araignées. Aucun plat mexicain ne peut se passer de sauce. Le guacamole à l'avocat et la salsa au piment. Et le dernier attrait, arrosé avec le jus de citron. Un tel shawarma extrême est très cher, 120 pesos. Ça a l'air appétissant. Leur tête, leurs pattes, leurs dents et les yeux dépassent. Bon appétit. Qu'on peut dire d'autre? Дуже смачно. C'est très bon. Et très épicé. Ça brûle. On a besoin d'un extincteur. Un extincteur d'incendie. Cette salsa était mortelle. Les enfants ne partez pas jouer au Mexique.
On ne dit pas au revoir à notre compatriote Anya. Elle va nous offrir le présent exclusif maintenant. Seules les oligarchies peuvent se le permettre. Juste maintenant, on retient le souffle, mes amis. L'avion est grand. On vole tout près de la montagne. Notre aile a failli le toucher. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. On continue de faire connaissance avec Anna, notre compatriote qui habite à Mexico pendant 10 ans déjà. Anya nous a déjà appris aujourd'hui à manger des fourmis, des araignées et des scorpions. Elle a tellement aimé le repas qu'elle a décidé de nous offrir un cadeau qui devient peut-être le plus cher dans l'histoire du monde à l'envers. C'est la plus grande flotte aérienne des avions d'élite de Mexico. Les politiciens, les hommes d'affaires, les acteurs, les musiciens louent les avions ici. Et on est invité ici par notre compatriote ukrainien de nous offrir un voyage unique. Dans les hangars du service de taxis aériens privés élite, il y a presque 200 avions VIP. Chaque jour, ils transportent les riches et les célèbres à travers le monde, ceux qui ne sont pas prêts de faire les vols réguliers, même en première classe et en classe d'affaires. Les rois du monde croient que l'avion communautaire doit être individuel et l'entrepreneur Rodolfo en a profité et il a ouvert un taxi aérien le plus cher en Amérique latine. Le vol de Mexico à New York, et c'est la route la plus populaire, coûte 36 000 $. Le vol au Brésil coûte plus de 40 000 $. Mais ces hommes ne font pas peur à nos clients. On a les commandes presque chaque jour. Les gens qui peuvent se permettre le vol de 36 000 $ de Mexico à New York ne sont pas ordinaires. Quel service spécieux vous offrez à vos clients pour les faire sentir qu'ils sont les élus? On garantit un service impeccable, la confidentialité absolue et la sécurité à 100%. Le plus souvent, nos clients louent l'avion pour voyager aux États-Unis pour affaires, aller à la station de ski avec leur famille ou, par exemple, assister à une course de Formule 1. On ne confie le transport des hommes d'affaires et des étoiles qu'aux meilleurs pilotes qui aiment non seulement le ciel, mais aussi leur avion. Buenos días. Buenos días. Quel est votre nom? Mauricio. Je suis pilote. Et c'est mon bébé. Je l'aime beaucoup. Et c'est réciproque. Le favori de Mauricio reste dans le hangar aujourd'hui. Dans quelques heures, le pilote aura la commande d'une autre machine, l'une des plus chers avions de la flotte aérienne. Il n'a pas le droit de dire le nom du client. Il n'a dit que c'est un milliardaire. En tant qu'on prépare le vaisseau pour le vol, par exception, on nous fait entrer à l'intérieur. Quel est le nom de l'avion? Challenger 601. Le luxe et la sophistication est dans tout. L'avion est destiné pour 6-8 personnes, bien qu'en général, il vole avec 3 clients au maximum. L'intérieur est décoré avec le meilleur bois. Les sièges sont rembourrés uniquement avec le meilleur cuir italien. C'est un vrai palais volant. J'aimerais avoir un tel avion pour l'émission. On filmerait beaucoup plus. Quel est son prix? 9 millions de $. Juste 9 millions de $. Cet avion peut faire 4 300 000 sans ravitaillement. Il a tout le nécessaire pour le vol confortable et on peut être debout sans problème. Le coût de location commence à partir de 5 500 pour une heure. Est-il permis de fumer dans tel avion? Je vois un cendrier ici. Les millionnaires peuvent tout faire. Cet avion est bien farci, comme on dit. C'est un Rolls-Royce volant. On peut rapprocher 2 chaises et les transformer en un lit. Un petit appartement complet. Il y a même une petite cuisine et un bar convenable dans l'appartement avec des ailes. Tequila, rhum, scotch, vodka, glace. Vous voyez, ils n'éteignent pas leur frigo même quand l'avion est en attente. Vous savez, j'ai toujours rêvé de faire le maître dans l'avion de 9 millions de $. Mes amis, c'est une cabine de pilote. Regardez avec quel soin on a recouvert le siège de fourrure. Chez nous, on met souvent sur les sièges des vieilles autos la peau verte. La même chose avec le siège du pilote. Dans la queue de l'avion, une salle de bain VIP. Un très bon pain, comme dans un hôtel confortable. On peut accrocher votre costume soigneusement. Il y a même le miroir de pied ici.
pour se rafraîchir avant une réunion importante. Cela ne ressemble pas à les toilettes du tout. Ça a l'air plutôt d'un bain petit mais beau. Le siège en cuir, marbre, l'eau chaude et froide. Mais ce sont les toilettes, mes amis. Et cela se confirme facilement. Et c'est la cuvette la plus insolite du monde parce qu'en étant assis dessus, on peut d'abord voler et ensuite voler attaché. On n'a pas eu beaucoup de temps pour observer les toilettes aériennes d'élite. Pendant ce temps, l'équipage a ravitaillé le meilleur avion dans le monde à bord duquel on se sent riche et célèbre. C'est un cadeau d'Anya pour le monde à l'envers. Le vol exclusif au-dessus de Mexico. Avec Coelsano aux commandes. Personne d'autre que le directeur et le copropriétaire de la flotte de luxe. Cet avion est notre fierté. Pas de meilleure machine pour les vols privés. Il est super moderne, très efficace et rapide. Il peut survoler l'Atlantique sans ravitaillement. Il peut aussi atterrir sur les pistes les plus courtes. C'est cet avion que les hommes d'affaires, les politiciens et les stars louent le plus souvent. Dites la vérité, le président l'a pris? Le président prend les avions de la même classe, exact. Quelle est la personne la plus célèbre qui a loué cet avion? Qui est-elle? Je n'ai pas le droit de citer le nom. Je peux parler seulement de Madonna, parce que c'était imprimé dans les médias. Ce n'est pas un secret. Mes amis, je survolerai Mexico dans l'avion utilisé par Madonna. Je n'arrive pas à y croire. Merci. Muchas gracias. Les passagers principaux prennent leur place dans l'avion de classe présidentielle. Quelle beauté! Salut. Quel est votre nom? Rodolfo. Rodolfo, enchanté. Heureux de te voir. Vous vivez bien, rien à dire. Pas de doute. Ça fait plaisir, Dima. Je dirais la vérité. Avant, je n'ai vu les avions pareils qu'à la télé. Les avions des présidents. Je n'ai jamais pensé que j'aurais de la chance de le prendre. Beaucoup de députés et de ministres ont pris cet avion. Les stars de show business, même Carlos Slim. Carlos Slim est l'homme le plus riche sur la planète. Pour Anya, Rodolfo père et Rodolfo fils voler dans les avions VIP est une chose ordinaire. Pendant les week-ends, au lieu de se promener dans un parc, le propriétaire de la flotte d'élite aérienne invite souvent Anya et son fils pour un vol. C'est déjà une des attractions habituelles pour l'enfant. Et le pilote annonce « On décolle ». C'est le temps de prendre nos places et de s'attacher. Anya, puis-je voler avec le pilote? Oui. Mes amis, un vrai plaisir. L'avion que Madonna a pris, et j'ai pris la place du deuxième pilote. En vrai dire, c'est impressionnant. Comment est-il possible d'apprendre à le conduire? Regarde le nombre de capteurs, boutons et les barres ici. Ça doit être très compliqué. Ne t'inquiète pas, on décollera et on atterrira. Amuse-toi. On ne s'en inquiète pas. Dites, est-ce qu'on peut appeler votre service le taxi aérien d'élite? Oui, c'est ça. Quel est le délai de la précommande? Imaginez, je suis au Mexico et je décide d'aller à New York ou à Washington. Je vous téléphone. Dans combien de temps j'aurai un avion? Dans 1 heure. On est prêt de servir l'avion au client qui peut voler n'importe où dans 1 heure. Un dispatcher nous donne la permission de décoller. Le petit Rodolfo s'assoit près de hublot. Il est habitué de voler. Mais à chaque fois, il regarde le monde devenir petit et rester loin en bas. Le père prend des photos des fils, maman se repose, la famille se relaxe. Malheureusement, la plus grande partie de Mexico est couverte de nuages. En ce moment, mes amis, on sent que l'avion est d'élite. Ce n'est pas la classe d'affaires, c'est la classe super business. Il vole doucement, sans encombre. On dirait qu'il lévite. Pas de vibration du tout, un sentiment amusant. Quand il fait beau, on peut observer tous les environs de Mexico. Le pilote change la hauteur constamment, manœuvre, démontrant les possibilités de l'avion et son art. Regardez, on vole pratiquement sur le côté et on ne ressent pas ni peur ni danger. Idéal. Classe supérieure, super. Mais les virages serrés n'étaient rien. Le moment le plus extraordinaire du vol nous attendait. Regardez, Nevado de Toluca. On survole juste au-dessus de son sommet. On peut voir le cratère littéralement en détail. Le pilote ralentit et nous survolons doucement le sommet.
Signalisation automatique fait l'alarme pull-up lorsqu'elle sent qu'on vole à basse altitude. Waouh! Juste! On retient le souffle, mes amis. L'avion est grand. On vole tout près de la montagne. Notre aile a failli la toucher. Un vrai art. Super. Maintenant, vous verrez le lac à droite. La vue est formidable. Mes amis, ce lac fournit de l'eau potable à toute la ville de Mexico, dont la population, d'après les dernières données, atteigne 26 millions de personnes suivant les dernières données. C'est l'eau potable. La beauté fabuleuse. Je n'ai pas réussi de prendre de belles images et j'ai demandé au pilote de repasser le lac plus lentement. Quand on vole dans le taxi, on peut faire n'importe quoi. Vous faites le tour pour revoir le lac, vous l'admirez une fois de plus, vous prenez la photo. Pas de succès, un tour de plus. C'est ton avion, fais ce que tu veux. Notre vol a duré un peu plus d'une heure. On descend. Merci. Merci beaucoup à toi parce que je n'oublierai jamais ce vol. Vous pouvez ressentir la différence entre cet avion et les autres. Juste wow. Merci beaucoup. De rien. J'ai pas de mots, tout simplement. Vous savez, le moment quand on survolait un volcan pour la première fois, vous tournez ainsi, l'aile était à 30 mètres de la montagne et le système criait « pull up, pull up » et vous étiez si calme, c'est quelque chose. Le vol, c'est la meilleure expérience pour l'homme. Dieu, c'est terrifiant. À suivre, Mexico choquant. Comment les gens de la localité de Pomús communiquent avec leurs proches défunts. Il est très important pour moi pour que tous les visiteurs du cimetière voient briller les ossements nettoyés de mes proches. Vous n'avez jamais vu une telle chose. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Sud-ouest de Mexico, la petite localité provinciale Pomús sur la péninsule Yucatan. D'abord, il semble ordinaire comme des dizaines ou même des centaines de villes similaires, mais en réalité, il n'y a rien de pareil. Pour se persuader, il suffit de venir au cimetière de la ville. Chaque année, quand l'Europe et les États-Unis célèbrent Halloween, les Mexicains célèbrent Los Muertos, la fête pour honorer les morts. Tout le pays est le théâtre de carnaval fou et de cortèges colorés avec le chant et la danse. Et des millions d'enfants mexicains mangent les tonnes de bonbons en forme de cercueils et de crânes. Et seulement au cimetière de Pomús, la tradition unique des Mayas anciens a survécu jusqu'au 21e siècle, le Analpixan, que la majorité de nous croit sinistre. Le plus intéressant commence à ce cimetière une semaine avant le fameux jour mexicain de la mort. Quand le pays entier vend les souvenirs en forme de crâne et se prépare au festival, ici les morts quittent leur tombe en liberté. Bien sûr, pas par eux-mêmes, mais avec l'aide de leurs proches vivants. Mon Dieu, c'est terrifiant. Bonjour. Bonjour. Dites s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? C'est l'ossement de mon père. Je le nettoie. Il y a longtemps qu'il est mort, il y a 5 ans. Triste à voir, même pour moi, j'imagine ce que ressentait. C'est triste de le voir comme ça pour moi aussi, mais c'est une seule voie de passer le temps avec lui. Et c'est une tradition très vieille. Chaque an, on nettoie les os de nos proches et on change les couvertures. C'est comme on change les vêtements propres de la personne en vie. Et si on ne lave pas l'ossement? Si on ne le fait pas, l'ossement va s'effriter et disparaître. L'homme et son âme disparaîtront avec lui. J'ai entendu aussi que si vous ne le lavez pas, l'âme sera triste et tourmentée.
Elle vous dérangera dans vos rêves et ne vous visitera pas le jour de la mort. C'est vrai, c'est pourquoi on doit nettoyer méticuleusement les os. Vous savez, en Ukraine, il y a aussi les jours de commémoration. Mais contrairement au Mexique, personne ne creuse de tombes. Les gens visitent les tombes, apportent à manger les fleurs et commémorent leurs proches, communiquent avec eux virtuellement. Ils croient que les âmes sont ici pendant ces jours-là. Oui, on le fait aussi, et on met une table pour toute une famille à la maison et on s'assure de cuisiner quelque chose que les morts aimaient manger. Par exemple, mon père adorait le cacao, c'est pourquoi on le préparera pour lui. Alors, quand un homme meurt, on le met dans une telle crypte de béton. Ensuite, c'est comme chez nous, on visite la tombe, on apporte les fleurs. 3 ans plus tard, on ouvre la crypte, on retire l'ossement, on enlève des restes de la chair et on le déplace dans la crypte familiale. Voilà une d'ailleurs, une sorte de placard avec étagère. Le placard pour les squelettes. Ils arrangent les os soigneusement dans les boîtes en bois, les ossuaires et les exposent. Les morts ne doivent pas être sous terre, ne doivent pas être enfermés dans les boîtes. Ils doivent être libres et observer nous, les vivants. Un rituel consistant à déterrer les tombes, à laver les os et à les réenterrer existait sur Terre il y a 6,5 000 ans. Dans certains pays, par exemple au Vietnam, ils pratiquent le réenterrement jusqu'à maintenant. Mais le nettoyage est confiant aux professionnels. Au cours de notre expédition vietnamienne, nous avons interviewé un représentant de la profession peut-être la plus inhabituelle, la nettoyeuse des os. Parfois, je vois les morts dans mes rêves, ceux dont j'ai nettoyé les os. Mais au Mexique, les os qu'on sort de tombes ne sont réenterrés jamais. Il y a longtemps que les Slaves pratiquaient le rituel de réenterrement aussi. Dans quelques années après la mort, ils déterraient les os et les nettoyaient, se souvenant de la personne morte. C'est ainsi que la phrase « remuer les os » est apparue. Il signifie de parler de quelqu'un dans son dos, se souvenir. Mais beaucoup n'attendent pas la mort et remuent les os des vivants. C'est l'origine de cette expression. Il y a un autre dicton célèbre qui provient de ce rituel. « Tu ne ramasseras pas les os ». On dit « tu ne ramasseras pas les os » quand on veut effrayer quelqu'un ou menacer. Par exemple, pour les Grecs anciens, c'était une terrible menace qu'ils comprenaient littéralement, parce qu'ils croyaient dans l'après-vie et croyaient que si le corps entier n'est pas enterré avec chaque os, l'âme dans l'au-delà ne reposera jamais en paix. Buenos días. Vous voyez comme pendant les journées commémoratives en Ukraine, ils peignent les clôtures. Bon matin. À vous de même. Peux-je regarder? Bien sûr. Quel est votre nom? Normal Carmen. Normal Carmen. Et votre nom? Bonjour. José Alfredo. Je m'appelle Dmitro. Enchanté. Je vous empêche? Non. Dites s'il vous plaît, à qui sont ces os? À ma grand-mère. Elle est morte quand? Il y a presque 30 ans. J'ai entendu qu'il est très important de garder chaque petit os, chaque petite dent, parce que si on les perd, les morts seront agités dans au-delà et l'âme s'inquiétera, souffrira. Je ne sais pas comment le dire correctement. C'est vrai. Ainsi, mes amis, chaque année, les proches viennent et retirent les vieilles boîtes de la crypte. Si elles deviennent mauvaises et pourries, on les jette et met avec soin les os nettoyés dans la nouvelle boîte. Sur le tissu avec un nom brodé dessus. Elle s'appelait Féodosia. Elle est morte il y a 30 ans. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, ma mère. Il y a une petite crypte en béton. Et quand il est rempli, c'est plein de boîtes. Ainsi, après la mort, toute la famille vit encore ensemble dans une crypte. Quand vous nettoyez les os de votre mère, à quoi pensez-vous?
Vous vous souvenez de quoi? Je me souviens d'elle. Je pense à quel point je l'aime. Nettoyer ses os est la seule façon de prendre soin d'elle. Que pensez-vous de la fête des morts? Tout le monde célèbre, s'amuse, danse, mange. C'est notre fête préférée. D'habitude, on prépare le poulet et on fête en famille à la maison. Chacun ici a sa propre histoire. Deux sœurs sont venues pour nettoyer les os de leur mère qui est morte il y a 10 ans. Et là, ce sont la mère et le fils. Ils visitent les ossements de leur grand-mère morte pendant 8 ans. Surprenant, pas un seul d'entre eux n'a de traces de tristesse sur le visage. Aujourd'hui, c'est une vraie fête pour nous parce qu'on visite nos proches. On passe le temps ensemble. On leur parle. Alors, vous croyez que pendant ces jours, toute la famille est réunie, les morts et les défunts? Bien sûr. Quand votre grand-mère retournera sur la terre ce jour-là, elle doit vous voir heureuse? Oui, on croit que les âmes viennent sur la terre le 30 octobre et restent avec nous pendant un mois jusqu'à le 30 novembre. Et après, elles partent jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas même comment vous dire au revoir, puisque chez nous, on exprime les condoléances. Ici, plutôt les félicitations. Merci pour la conversation. Bonne chance. Prenez. Je vous en prie. La première impression est un choc. Il est difficile à croire que ce ne sont pas les décorations pour un film d'horreur ni la fiction du réalisateur hollywoodien. C'est un cimetière ordinaire où les gens sont enterrés et on enterre et enterrera les proches encore longtemps. Il y a des tombes à plusieurs étages. Sur les couches inférieures, il y a d'habitude des grands-mères, des arrière-grands-mères, des arrière-grands-pères et d'autres grands-parents. Plus haut, il y a des parents. Et au sommet, les enfants et petits-enfants. Buenos días. Buenos días. Comment appelez-vous? Ave Maria Lucapchi. Vous êtes une femme la plus souriante dans ce cimetière aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai approché. Aujourd'hui, je suis là pour maman et papa. Il est très important pour moi que tous les gens qui viennent au cimetière voient les os de mes parents si propres et ils brillent. Mais c'est très dur pour moi de laver les os moi-même. C'est pour ça que j'engage le nettoyeur. Le gardien principal du cimetière de Pomuge est José Alfonso. Il s'occupe des squelettes dans les placards depuis 10 ans maintenant. Il prend soin d'eux, les nettoie pour que les âmes des invités se sentent bien. Vous vous souvenez quand vous avez commencé à faire ça? De quoi arriviez-vous la nuit? J'ai commencé mon premier jour du travail. J'ai dû récupérer les morts dans la tombe et enlever la chair des os. Aviez-vous peur? Non, pas de peur. La patience est essentielle dans ce travail. Il est difficile de séparer la chair des os, mais nettoyer les os comme ça est facile. Je vois qu'il existe un ordre spécial comment arranger les os, les règles. Oui, d'abord, vous mettez les grands os des jambes et des bras, et des os du bassin sur les côtés. Puis, au milieu, les côtes. Et par-dessus eux, tous les petits os. Ensuite, le crâne et les cheveux s'il en reste. C'est terrifiant, mes amis. Les cheveux sont bien conservés. De plus, une partie est encore sur le crâne. Je ne peux pas imaginer comment les proches peuvent voir ça. Même moi, à l'étranger, j'ai mal de voir ça. Je parie qu'il vous arrive nettoyer les os des gens que vous connaissiez. La localité est petite. Bien sûr, parfois, je dois nettoyer quelqu'un que je connais. C'est très dur. Le nettoyage des os est peut-être l'un des métiers les plus effrayants au monde. Un grand désir de se détourner pour ne pas voir ce qu'ils font, parce que parfois ils nettoient non seulement les os, mais les parties du corps qui ressemblent plutôt les momies. Oh mon Dieu, terrifiant. Si le corps n'était pas complètement décomposé, c'est considéré comme un mauvais signe, comme si la terre n'a pas accepté le défunt. Au moins, on y croyait avant. Actuellement, il y a une explication logique. Si une personne était malade et a pris beaucoup de médicaments avant de mourir, la décomposition est plus compliquée. C'est pourquoi on retire de leur crypte ceux qui sont morts après un long traitement, non dans 3 ans, mais dans 4 ans aujourd'hui. Malgré tous les horreurs, même les enfants viennent au rituel annuel du lavage des os. Ils aiment jouer avec les os de leur arrière-grand-père. Bonsoir. Bonsoir. Toute votre famille est venue? Oui. Pourquoi vous amenez les enfants au cimetière? Ils ont peur. Ils doivent apprendre aussi de nettoyer les os.
Quel est ton nom, ma petite? Abilatus. Je m'appelle Dmitro. Enchanté. Mucho gusto. Dis-moi, ma petite, tu n'as pas peur d'être ici? Non. Quand tu vois les os, tu comprends ce que c'est. C'est mes proches qui sont morts. Alors tu n'as pas peur? Non? Bien. Et ton nom à toi? Maria José Aguilatos. Maria José Aguilatos. Très beau nom, Maria. Merci. Tu n'as pas peur non plus? Non. Et toi, en grand gars, je ne demande même pas. Je suis sûr que tu n'as pas peur. Salut. Pas de peur. C'est le Mexique. Le fait horrible est évident. Chacun qui vient ici pour rendre visite à ses parents, pour commémorer les ancêtres, sait avec certitude qu'un jour, la boîte avec ses os sera ici, dans cet endroit, dans cette crypte. Et chaque année, en octobre, les proches viendront laver ses os. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses terriblement intéressantes, sans exagérer. Mais il est temps de vous dire au revoir pour un temps court. Dans une semaine, on se rencontrera à la chaîne 1+1. Bon week-end, au revoir. Dans le prochain épisode du Monde à l'envers, à voir la fête principale au Mexique, le jour des morts, où le tout et partout doit rappeler la mort. Même la pâtisserie à chaque marché. Mademoiselle, parlez-moi de ce chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est? C'est un mort. Voilà sa tête, ses jambes et ses bras. Rien de spécial, mes amis. Juste un mort dans le petit pain. Tout le Mexique, pendant 2 jours, le pays assiste au carnaval terrible d'outre-tombe. Quel cauchemar! La joue est coupée. Le sang coule. Les dents sortent de la bouche. Vous avez l'air horrible. Oui, j'ai de la chair qui sort partout. Difficile d'imaginer plus grande joie pu en mexicain. Et le bonheur, ce n'est pas par hasard qu'il y a même beaucoup de mariages le jour de la mort. Le jour des mariages est un moment quand les fiancés meurent et les époux naissent. Alors, si tu es au Mexique ce jour-là, tu ne dois pas, mais tu es obligé de te sentir la mort incarnée essayant son costume. Alors, mes amis, êtes-vous effrayés? Alors, on va au festival. Le revenant de l'enfer. Je suis la mort, je suis plus cool. Vous vous promenez dans la rue. Silence. Et les faucheurs sinistres le long des rues. Une grande construction de la grande civilisation des Mayas. Un ancien gratte-ciel. Sur le sommet. Je me sens comme un chef de la tribu Maya. L'expérience culinaire la plus surprenante de la saison. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, les vareniki avec les sauterelles. On les a fait de ce qu'on avait. Un plat expérimental de la cuisine ukrainienne et mexicaine. Et cette sauterelle devient un varenik. Assurez-vous de regarder. À bientôt. Dans le ciel, il y a les centaines ou les millions d'avions en même temps. Et il y a toujours une file aux toilettes. Ce qui signifie que des centaines, des milliers ou des millions de personnes en ce moment même volent dans les toilettes. Avant l'embarquement, écoutez le fonctionnement de la turbine. Quels sont? C'est juste une chanson. Un son ordinaire. Vous ne me croirez pas. Il m'a piqué. C'est vrai. Comment un scorpion mort pourrait piquer? Tu t'es piqué toi-même? Je me suis piqué avec la queue. Regardez, il a une aiguille sur la queue. On appelle ça un dard. Et elle m'a piqué juste ici. Maintenant, tu mourras. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.